bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Bonjour Pauline. Bonjour Sandrine. Parce qu'il faut se dire bonjour dans les podcasts. Bon matin. Bon matin. Bon matin. C'est une expression du Périgord, ça ou quoi ? Je sais pas si c'est du Périgord, mais oui, le bonjour, c'est se souhaiter bon matin. On est encore le matin, il fait beau, c'est l'été. Ça marche. On a envie de se souhaiter bon matin. Bon matin, Pauline. Merci de me recevoir chez toi, dans ce bel environnement. Tiens, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux décrire le lieu où l'on se trouve, cet environnement ? À quoi ça ressemble ? À quoi il sert ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Donc ici, on est sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Colle. Tout petit hameau sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Colle en direction de Villars. C'est l'endroit où j'ai mon atelier de fabrication de chocolat. Et c'est aussi l'endroit où habite mon grand frère. Voilà, donc c'est un endroit très joli. On est entouré de forêts, il y a des petites brebis en contrebas de l'endroit où on se trouve. C'est l'été, il y a des fleurs. C'est un bel endroit et on se trouve dans le petit endroit dans lequel je trie mes fèves de cacao et c'est un petit cabanon en bois de 12 mètres carrés sur pilotis qui a été fait aussi par mon frère Julien. Voilà, c'est là où on se trouve ce matin. On est un peu dans un endroit que moi j'aime beaucoup. Je pense qu'on en reparlera plus tard dans la discussion, mais un endroit où on a cette sensation de dedans dehors. Ah oui. On exact. est dedans, mais on voit dans toutes les directions le dehors et du coup, c'est vert partout. J'adore. L'hiver, c'est comment ici ? Parce que tu as dit, il fait beau, c'est l'été, il y a les fleurs, etc. L'hiver, tu as une autre atmosphère ? C'est tout aussi joli l'hiver ? Ouais, c'est charmant aussi, mais du coup, toutes les portes sont fermées là dans ce petit cabanon et on espère que les jours d'hiver que le soleil arrive, tape sur la baie parce que vitrée. C'est pas chauffé là. Ici, c'est pas chauffé. Donc il y a ça pas doit quand même peler. Les jours où il pleut et où il fait froid et où le soleil ne pointe pas, il fait frais. Ouais. Donc je peux parfois mettre un petit radiateur d'appoint quand j'invite des gens à venir m'aider à trier des fèves. Et les jours où il y a du soleil, la pièce est chauffée naturellement par le soleil. Voilà. Mais on reste dans un bel environnement avec quand même des arbres qui, pas tous, ne perdent leurs feuilles. Oui. Donc les brebis sont toujours là et... Mais qui es-tu, Pauline ? Est-ce que, maintenant que tu nous as présenté ton environnement, est-ce qu'on fait tout à l'envers aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Moi, je te connais un petit peu, mais les femmes et les hommes qui nous écouteront, est-ce que tu peux te présenter comme tu en as envie ? Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis Pauline, j'ai 35 ans, je suis revenue il y a bientôt 3 ans en Dordogne. Tu dis que tu es revenue parce que tu es née ici ? Ouais, je suis née ici. Je suis née à Périgueux et mes parents habitent un petit village Ezrac à côté de Thiviers. Et c'est là que j'ai grandi, que j'ai passé toute mon enfance. Collège à Thiviers, lycée à Périgueux et à mes 18 ans, après j'ai filé sur Bordeaux. Mais du coup, ma vie et mes racines... toutes mes premières histoires de vie sont ici. Je croyais que tu allais dire toutes mes histoires d'amour sont ici. Les premières, elles sont ici. Ouais. Benoît en CP, à l'école primaire de Thiviers. Ouais. Si tu nous entends. Si tu m'entends, je suis revenue. C'était pas Benoît son nom. Non, pas du tout. Non. Non, mais je ne dévoilerai pas l'identité de mes anciens amoureux. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ta présentation personnelle ? Je sais pas, tu as des passions dans la vie ? Ouais, marcher dans la forêt,
Ça, c'est structure, ça fait partie vraiment de la structure de mes semaines et à la participation de l'équilibre physique et mental. Comme moi, d'aller marcher le matin. Ouais, j'ai remarqué que toi aussi, tu avais beaucoup besoin d'aller marcher. Ouais, c'est comme ça vraiment qu'il y a une stimulation, un apaisement. Autant stimulation, mais autant l'apaisement aussi, étant quelqu'un, moi, de sensible, qui peut être aussi stressé, angoissé. On en reparlera, ça fait aussi partie de l'aventure en auto-entreprise, en chocolaterie. Ouais. Du coup, besoin de stimuler la créativité et d'apaiser. Et pour moi, oui, le fait d'aller marcher dans l'environnement, soit celui-là, soit l'endroit où j'habite, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Incontournable, essentiel. Donc voilà, marcher dans la nature. Et passion, faire du chocolat, on va en parler après. Ça marche. Tu l'as dit dans ta présentation, effectivement, tu es native du territoire. Et je rappelle aussi que le podcast des Nouvelles Filles de la Campagne, c'est pas forcément uniquement des filles, des femmes qui ont changé de territoire, mais ça peut être aussi des jeunes filles, des jeunes femmes, enfin des femmes qui sont natives du territoire, qui décident de partir et qui à un moment donné reviennent. Voilà, je refais un petit bémol là-dessus. Tu es partie à quel âge ? Je suis partie juste après mon bac, donc entre les 18 et 19. D'accord. Voilà, donc là c'est le moment où appart, Bordeaux, la fac, université à Bordeaux, université d'art plastique. Donc tu pars pour les études ? Je pars pour les études. Tu pars pas forcément en te disant je me fais chier. Pas du tout. Je m'ennuie. Pas du tout. Et dis-nous pourquoi tu pars ? Je pars pour découvrir autre chose, pour construire une autre vie, parce que moi j'ai toujours voulu faire des études. Je crois qu'assez jeune quand même, partir à l'université, apprendre une autre langue, apprendre d'autres choses, être curieuse d'un ailleurs, ça a toujours existé. Mais je pars, mais avec les copains avec qui je pars à Bordeaux faire des études, on est tous dans des études un peu différentes, j'ai quand même l'envie tous les week-ends de revenir ici. Toute ma première année d'université à Bordeaux, je décide tous les week-ends avec les amis de revenir ici. À la campagne. Ouais. Et de faire des soirées et des trucs ici, entre Thiviers et Saint-Jean-de-Colle. C'était un peu mon fief déjà, à l'époque, avec les copains, de revenir ici et de se voir et d'être dehors tous les week-ends, de faire des soirées chez les uns, les autres. Qu'est-ce qui te manquait, justement ? Alors, je sais pas si vraiment consciemment quelque chose me manquait. Je pense qu'il y avait vraiment un très fort attachement à une bande de copains, à une place de village, à un petit univers. Je crois que l'univers de la ville, pour moi, il était à 18-19 ans. Peut-être pas... C'était pas facile de le décrypter encore à ce moment-là. Une très grande ville, quoi faire en ville ? Je savais pas trop quoi faire en ville. C'est plus tard, c'est après. Pas le mode d'emploi. Ouais, pas trop le mode d'emploi encore de la ville, du cinéma, de la salle de concert, de faire du réseau en ville. Est-ce que tes parents ont été moteurs aussi dans le fait de vouloir faire des études, aller sur des grosses villes, etc. Oui. Alors sur des grosses villes, pas forcément, mais stimuler la curiosité de l'ailleurs, genre, bon, les enfants, c'est super le Périgord vert, on est trop bien ici, c'est pour ça que nous, on a fait ce choix. Mais par contre, il existe plein d'autres mondes ailleurs et il faut aller les explorer. Donc oui, ça passait aussi par le vecteur des études. Là, tu es en train de dire, parce que tes parents n'étaient pas natifs du territoire ? Tes parents sont arrivés ici ? Ouais, ma maman, elle est de Dordogne, mais ouais. Du Périgord blanc, ouais. Bergeracois, et mon papa pas né ici. Mon papa, il est né en Tunisie, famille de pieds noirs, pas mal vadrouillé, et ils ont fait ensemble le choix de venir ici. Enfin, mon père plutôt par son métier, c'est parce qu'il y avait un besoin de médecins sur le territoire, et en arrivant ici, en visitant, ils se sont dit « Ok, c'est très très rural, mais c'est très très beau. » C'est ici qu'on va s'installer. D'accord. Donc en tout cas, tes parents, moteurs quand même, pas de croyances limitantes, etc. Tu peux aller conquérir le monde. Pas du tout, au contraire. Même en étant une petite fille vivant en ruralité. Ouais, aller explorer, connaître d'autres gens, parler d'autres langues, faire d'autres choses. Allez, sortez de là. Ça marche. Mais tout en étant très accueillant sur l'envie en tout cas dans cette première année de fac, de souvent revenir, très accueillant aussi,
pas du tout en rejet de dire non, mais les week-ends, tu restes à Bordeaux. Oh, t'as envie de revenir, tu reviens. Les portes sont toujours restées très ouvertes. Pour faire quand même du lien, parce que moi je vais te demander après pourquoi t'es revenu à la campagne, mais on va arrêter avec les mystères. T'es parti à l'étranger, c'est ça ? Ouais, du coup, il y a eu un parcours d'études. Que s'est-il passé ? Vas-y, explique-nous. Petit parcours d'études rapide et pourquoi après je suis partie et pourquoi je suis revenue. Donc, études en arts plastiques, donc Université de Bordeaux. Déjà, premier goût du voyage sur une année faite en Erasmus, dans la petite ville de Aranjuez à côté de Madrid. Et là, déjà, petit goût du voyage. Apprendre à parler une autre langue, être dans une autre culture, très curieuse des autres cultures, des autres modes de fonctionnement, d'autres traditions. Là, déjà bien piqué de ça. Donc là, c'était 3e année de fac, donc 21 ans. 21 ans, j'ai enchaîné sur un master d'art plastique recherche. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, j'ai enchaîné sur un autre master. Donc là, j'ai fait un voyage. Je pense que j'ai été dans le nord de la France. J'ai habité à Dunkerque. C'était un voyage très exotique pour moi. Est-ce que tu as fait le carnaval de Dunkerque ? Mais oui, j'ai fait le carnaval de Dunkerque. Waouh, quelle expérience! Quelle déconstruction des codes. Voilà, donc très bonne expérience aussi. Et à la suite de ça, j'ai eu envie de m'installer à Barcelone un petit temps, puis à Toulouse. Et voilà, dans ma petite vie art et culture, chargée de production à Toulouse, à un moment, j'ai eu envie de voyager, mettre un petit peu en pause ça. Et tout ça, c'est quoi comme temporalité ? Parce que là, j'ai l'impression qu'il se passe 10 ans, mais en fait, non, tu vas me dire qu'il se passe 2 ans. C'est quoi la temporalité de tout ça, là ? 3 ans de licence, 2 ans de master, 2 autres années de master. J'arrive à 25-26 quand j'arrive dans ma vie de professionnelle à Toulouse. Qu'un peu, les études sont clôturées et que je me dis, maintenant, il faut se mettre à avoir des expériences professionnelles. Parce que moi, j'ai l'impression que j'aurais pu continuer des études dans cette quête de apprendre, expérimenter, c'est super. Bon, allez, on bosse, donc Toulouse. Et donc là, j'ai 26 ans et je me dis, moi, j'ai encore envie d'expérimenter des choses. Je suis pas sûre d'avoir vraiment trouvé ma place malgré les études longues. C'est aussi le petit écueil des fois des études longues. On cherche, mais qu'est-ce qu'on cherche ? Bon, allez, je vais aller chercher des trucs par moi-même. Et là, je pense que c'est un peu vraiment le moment où j'ai envie d'être toute seule et d'aller explorer un truc loin. Il n'y aura pas de retour en Dordogne. Il n'y aura pas de retour au groupe de la bande d'amis d'ici. Un peu envie de dire, allez Pauline, t'es cap de faire un grand saut toute seule. Donc je pars d'abord avec un copain d'ici. Et lui, assez vite, se fait mal, doit rentrer. Tu pars comment ? Tu pars à pied Non, je pars à vélo, en train, je pars en avion de Madrid et j'atterris à Cancun pour rejoindre une ancienne coloc de Barcelone, Gabi. Gabi, je te partagerai ce podcast puisque tu parles couramment français. Gabi qui habite sur l'île de Cozumel, donc au large des côtes du Mexique. Très jolie île. Pourquoi cette destination ? Parce que je parle espagnol. D'accord. Du coup, lié à mon année d'Erasmus et très grand plaisir à pratiquer cette langue. Et pour moi, c'était important de partir voyager dans un endroit où je pourrais comprendre les gens et m'exprimer. Voilà, étant beaucoup plus moyenne en anglais. Voilà, donc je pars au Mexique et il y a un peu un lien avec quelqu'un. Enfin, il y a un peu un lien. Il y a un vrai lien avec quelqu'un. Avec qui j'ai entretenu une belle amitié qui, elle, est déjà venue me revoir en France alors qu'on s'était rencontrés à Barcelone. Et je me dis, mais du Mexique, je vais ouvrir le champ des possibles sur le continent Amérique centrale, Amérique du Sud, mais sans trop savoir ce qu'il allait se passer, mais temps un peu indéfini, petit budget d'argent, pas infini non plus, mais me dire, je vais voyager en sac à dos, en bus et tout ça. Ouais, donc à pied, t'es en mode... Ouais, je suis à pied. Road trip donc, à pied. Ce copain avec qui je commence le voyage assez vite rentre, et très déçu pour lui, et à la fois, je me dis, je crois que s'offre à moi, ce qu'au fond, j'ai vraiment voulu, ouais, tu voulais le faire toute seule. C'est me retrouver seule, loin, et je sais pas ce qui va se passer. Donc, à la fois, c'est vertigineux. Je me rappelle qu'au début, c'est vertigineux. Je suis
très contente et à la fois j'ai les yeux écarquillés, je dors pas beaucoup la nuit et il y a tellement de stimulation et je sais tellement pas ce qui va se passer. Tu dors avec une tente ou tu Non. fais j'irai dormir chez vous? Ouais, je vais quand il y a un bon feeling avec les gens, que je suis en confiance, je vais chez les gens, je fais auberge de jeunesse, je fais petit hôtel pas cher, je me débrouille, je teste un peu tout. J'ai un hamac, donc voilà, je sais que c'est un peu possible en Amérique centrale, un peu partout de dormir en hamac, simplement, chez des gens. Et donc, je commence à descendre peu à peu, tic, 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 un bus, un covoit, du stop en bord de route. Et puis là, je visite des trucs, je rencontre des gens, je reste avec des gens, je les aide. Et puis, j'arrive au Costa Rica. Là, je rencontre une famille chez qui je fais du woofing un peu longtemps. Et puis, je continue, Équateur. Et je me suis arrêtée. Ouais, j'ai fait Colombie-Équateur. Donc, j'ai fait du Mexique en Équateur sur quasiment 8 mois. Sans téléphone. Tes parents, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils pensent, tu crois? Ouais, je pense que ça a été un grand stress quand je suis partie, parce que je suis partie, avec ce défi d'être solo, avec mon petit sac à dos, pas de téléphone. Donc téléphone. Pourtant, existait le téléphone à l'époque. Ouais, mais c'est vrai que... Pourquoi pas de téléphone? Parce que j'étais pas trop à l'aise, je crois, moi, avec le... Téléphone? Ouais, avec le téléphone, les smartphones, c'était un peu le début, mais bon, moi, pas trop Attends, là, on est en quelle année, là? J'avais 26 ans, ça fait 10 ans. Ouais, ça fait presque 10 ans quand même. Ouais, moi, j'avais pas trop de téléphone performant, et du coup, tac, un peu laissé au fond du sac, et en me disant... que de toute façon, il y a des petits bureaux d'informatique. Ouais, je peux toujours. Il y a des spots où tu peux. Je peux envoyer un mail, je peux passer un d'accord. coup de fil. Donc ouais, je fonctionnais à la c'était pas un choix du style ah non, je veux pas de téléphone. Non, c'était. Je crois que j'aurais quand même bien aimé, mais j'ai pas réussi à goupiller le truc. Donc voilà, les gens que je rencontre, je leur donne des lieux, je leur donne des horaires, mais j'ai pas de téléphone sur lequel on peut me joindre. Ouais, c'est vrai que quand j'y pense, ça me semble un peu fou, mais voilà, ça a très bien fonctionné. Et donc tes parents? Je leur envoyais des petits mails, voilà. Je pense qu'ils attendaient un peu des nouvelles au début, et puis après ils ont lâché. Ils ont vu que j'étais épanouie et que c'était un vrai test d'être indépendante, de tester aussi un peu les limites, de vraiment se rencontrer, d'aller tester plein de choses, et qu'en fait pour tester plein de choses, faut peut-être un peu se couper de sa base. En tout cas, moi, j'ai eu besoin de faire ça et ça a très bien fonctionné. Et ça a un vrai lien avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui. On est en Équateur ? Ouais, c'est le début du voyage Mexique, fin du voyage Équateur. Qu'est-ce qui se passe ? Tu rencontres pas une famille qui c'est ça le lien. Donc là, je fais une grosse dédicace à donc la ferme dans laquelle je suis restée d'abord 3 mois. Puis revenue, et puis j'y suis revenue 3 années d'affilée, plusieurs mois. Donc cette famille, c'est une famille qui a une ferme qui s'appelle la Iguana Chocolatée. Donc la Iguana Chocolatée, c'est la référence à l'animal qui est l'iguane. Et la Iguana Chocolatée parce que, chocolaté chocolat, parce qu'ils ont une parcelle de cacaoyer. On dit une parcelle de cacaoyer. Ouais, on dit pas cacaotier, on dit cacaoyer. D'accord. Avec un Y. J'ai l'impression que tout le monde dit cacaotier, non ? Ouais. Mais je pense qu'on fait souvent l'erreur, ouais. Mais en fait, c'est un cacaoyer, l'arbre qui produit les cabosses de cacao dans lesquelles il y a des fèves de cacao. Voilà. Donc là, je découvre ça en arrivant chez cette famille. C'est le moment où je traverse. Par hasard. Tu découvres cette famille par hasard ? Oui, en fait, je suis à pied en bus et tout ça, je fais plein de trucs, et à un moment, je me dis, j'ai envie de faire quelque chose un peu concret, peut-être m'établir un peu quelque part. Donc, j'ouvre une petite carte des woofings possibles au Costa Rica. Il y en a à l'époque, je pense que maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y en a à l'époque pas énormément. Il y en a 2 sur des spots très touristiques, plutôt côte Caraïbes. Et moi, venant du Périgord vert, les gros spots touristiques, ça me parle pas. Moi, je cherche le petit spot de woofing bien perdu dans une petite campagne où je me dis, ça va être galère d'y arriver, mais une fois arrivé, je suis sûre que ça va être trop beau. Je vois qu'il y a beaucoup de rivières, je vois que c'est très vert, je vois que c'est vallonné. Je vois que le village est un minuscule village. Ça me parle. Ça ressemble à ici, en fait. Quelque part, ça ressemble à ici, donc c'est rigolo. Je parlais de couper mes racines, mais en fait, j'ai un peu recherché
un spot comme celui d'ici, je pense, inconsciemment. Et donc, j'appelle cette famille, eux me disent « Ouais, bah, écoute, on prend plus trop grand monde en woofing parce qu'on a pris beaucoup de gens. » Je dis « Non, mais moi, j'arrive toute seule, ça me parle trop chez vous. » Ok, et puis en plus, tu vas arriver au moment où c'est la récolte du cacao. Donc pour eux, période de fin d'année, novembre-décembre, juste avant l'été. C'est la fin de la saison des pluies, c'est avant l'été. L'inverse. Tac, Okay. on ramasse le cacao. Bon, bah allez, t'es motivé, ouais, tu sais un peu monter à cheval, ça te fait pas peur de mettre des bottes, de beaucoup marcher. Pourquoi tout. monter à cheval et Parce qu'il fallait aller sur la parcelle du cacao à cheval. Donc là, je mens un peu. Je dis ouais, non mais moi c'est bon. J'ai mon galop 7. Ouais, moi c'était bon. C'était bon. T'as jamais fait de cheval? Gamine, mais pas très à l'aise avec ça non plus, quoi. Ouais, ça m'impressionne beaucoup les chevaux et monter sur un cheval, je peux le faire, mais je suis un peu en stress quand même. Donc je dis que c'est bon. Et puis voilà, le temps d'arriver dans la ville la plus proche, de trouver le bus qui m'amène dans ce village, qui finalement on n'arrivera pas au village puisque comme c'est la fin de la saison des pluies, les routes patinent, donc ils font descendre tout le monde du bus jusqu'à ce qu'une voiture passe, un agriculteur du coin, que je me retrouve avec des cages à poules sur les genoux, entre des chèvres et des gens, et bon voilà, trajet super atypique. J'ai l'impression d'être dans un documentaire voyage. C'était vraiment trop atypique, je me disais ouais vraiment c'est difficile d'arriver mais c'est ça que je veux. Donc j'arrive de nuit dans le village, j'ai pas de téléphone donc compliqué pour joindre la famille qui eux m'attendaient en fin d'après-midi et ne m'ont pas trouvé. Mais je suis injoignable. Donc j'arrive dans le village, il y a encore le bar du village allumé. Ouvert. J'y vais. Par chance, je tombe sur un tonton de la famille, Donald, qui m'emmène jusqu'à chez la famille. Tonton Donald, c'est lui qui me sauve la mise à l'arrivée. Et dès le lendemain matin, j'ai beau être très fatiguée, la famille me dit « Pauline, demain, à cheval. 4h, réveil 4h30, t'as un réveil ? Ouais, j'ai ma montre Casio. Ok, 4h30, tu me rejoins dans la cuisine, on se fait un petit snack et c'est parti. » Et voilà, début de l'aventure. Donc t'as démarré direct. J'ai démarré direct et le lendemain, j'étais en botte sur un cheval avec ma machette attachée à la taille et j'arrivais et je découvrais une parcelle de cacao et je coupais des cabosses avec le papa de la famille, Juan Luis. Et l'aventure était partie. Par contre, t'avais pas de smartphone, t'as pas de photos de tout ça? J'avais un appareil photo. Ah. Moi, j'adore la photo. Du coup, t'as des photos? Ouais, j'ai plein de photos. Tu partageras quelques-unes? Bien sûr. Ouais. Parce que là, je t'imagine. Endroit magnifique, ouais. Ah ouais. Endroit Puis, sublime. Jungle, en fait. Un peu entre jungle, forêt, beaucoup de fonds de vallon, beaucoup de fleurs, beaucoup de... Eux, du coup, une ferme en permaculture. Donc, des papayes, des ananas, des avocats, des clémentines, des oranges, un peu de tout sur place. Des poulets, des cochons. Et voilà. Et toute la famille vit au même endroit, dans une même maison. C'est construit un peu comme ici, des petites cabanes en bois dans lesquelles les plus âgés de la famille peuvent un peu s'extirper avec leurs petits copains, petites copines, copains de passage. Et ils ont construit du coup une petite maison en bois dans laquelle ils accueillent les woofers et les woofeuses. Mais du coup, je suis seule dans un dortoir de woofers. Et une machette? T'as dit une machette? Oui. Parce que c'est avec une machette du coup qu'on coupe le petit pédoncule qui relie la cabosse, qui est un gros fruit très lourd, très rustique, à la branche de l'arbre. D'accord. Vraiment obligé je regarde des donner un coup visuels pour voir. Ouais, un petit coup de machette sur ce petit brin. Pour ensuite ouvrir et alors, la cabosse. Il te forme à ça quand même? Ouais, voilà. Donc je suis avec Juan Luis, le papa de la famille, avec qui, du coup, c'est au départ pas facile de communiquer parce que gros accent du fin fond du Costa Rica. Malgré que je parle bien espagnol, je me rends compte quand même que l'endroit dans lequel je suis, il y a un accent très fermé. Dit OK. Et du coup, on se fait des gros tête-à-tête. Ça donne quoi en vrai? Ok, Paulina, ça parle vraiment bouche fermée et du nez et avec beaucoup d'expressions que je ne connais pas en espagnol. Chaque pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud a vraiment ses dialectes, son jargon, ses expressions et c'est très marqué là dans l'endroit dans lequel je suis puisque c'est un endroit très reculé.
Voilà, donc l'aventure commence au Costa Rica et là j'y reste longtemps. Combien de temps tu restes là-bas? Je reste 3 mois finalement. 3 mois, tous les jours tu... Ouais, il y a des temps de pause, il y a des Ouais. week-ends quand même, il y a des moments où le week-end les gens vont au bord de la rivière, font des pique-niques en famille. Et moi, mais je m'extasie de ce mode de vie, je suis en admiration devant la jungle là-bas, les parcelles, les fruits, le côté luxuriant, nature nourricière. Vraiment, j'adore l'endroit. Et en plus, j'y lie de très grandes amitiés, puisqu'après, d'autres gens arrivent finalement, d'autres woofers. Et donc, en plus, là-bas, il y a de l'amitié, de l'amour, et donc et une rencontre avec cette famille vraiment... qui est un peu une deuxième famille, je peux encore le dire aujourd'hui. C'est un peu une deuxième... J'ai l'impression d'avoir rencontré une deuxième famille quelque part dans le monde. Donc cette expérience, tu la renouvelles à plusieurs reprises, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Moi, après, avec le cœur quand même un peu serré, je décide à un moment de rester sur mon idée de base qui était aussi celle d'explorer d'autres choses. Et là, je me fais un peu le bilan que quand même... Je me réenracine dans un tout petit village au Costa Rica et quand même à un moment, même si l'idée m'effleure d'y rester et d'y vivre, je me dis mais quand même quoi, je me réimplante dans une famille qui eux ont leur mode de fonctionnement, le tonton, la tata, la grand-mère, les parents. Bon en fait, c'est pas trop ce que je suis venue rechercher quoi, me remettre sous les jupons. D'un papa et d'une maman. Donc peut-être, Pauline, prends ton courage à deux mains et retourne explorer. Donc ça a été un déchirement, mais je crois que je regrette pas quand même. Donc je me remets sur les routes, je reprends un bus, je pars en Colombie, où je rejoins une très bonne copine de Toulouse, qui elle a l'habitude d'aller voyager en Amérique du Sud. Donc on fait un bout de route ensemble en Colombie. J'ai adoré la Colombie, donc je regrette pas du tout d'avoir repris mon chemin. J'ai vraiment adoré la Colombie. J'ai visité d'autres parcelles de cacao aussi, de café. Donc voilà, je crois que j'étais un peu piquée, ça y est. C'est quelque chose qui s'est révélé à moi. Et puis après, je finis la boucle en Équateur, je rentre en Europe, je rentre en Espagne, je rentre en France, je renoue avec ma vie à Toulouse. J'ai 27 ans, donc on revient 8 ans en arrière. Donc j'ai 35 ans. Voilà, je suis encore dans ma vingtaine, mais la vingtaine commence à avancer. J'ai toujours envie de rester habitée à Toulouse, j'ai toujours mes projets à Toulouse. On est en 2016. Voilà, c'est ça, ouais, 2016-2017, ouais, c'est ça. Projet à Toulouse continue, agriculture, intermittence, bosser dans des collectifs d'artistes. C'est toujours une grosse part de moi qui m'anime, mais quand même, tous les hivers, au moment de la récolte du cacao, j'ai envie de prendre un petit billet d'avion et d'aller là-bas. Je l'ai fait 3 années d'affilée et depuis je n'y suis pas retournée, notamment pour cette question de l'avion. Même si j'y allais pas pour 2 semaines, à chaque fois je me débrouillais pour y aller. Pour y rester plus longtemps. 1 mois et demi. Voilà, c'était mon minimum. Je disais je peux pas faire un si long voyage pour quelques jours. C'est pas envisageable, mais maintenant je le vois encore différemment. Je crois que si on est en contact avec la iguana chocolatée et la famille, que ce soit les parents, les enfants, les tontons, les tatas, mais si un jour j'y reviens, ce sera pour plusieurs mois, je pense. Donc il faut trouver dans la vie et le projet actuel, c'est plusieurs mois. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait revenir dans le Périgord vert, enfin en tout cas sur tes terres, c'est joli de dire ça, à la campagne, ici, là où tu es né, et aussi comment se déclenche ce projet dont tu vas nous parler, enfin ton nouveau métier. Voilà, là, tu as 2 questions, tu as 2 minutes. Je rigole, mais tu vois où je veux en venir ? Oui, carrément. Vas-y. Du coup, le chapitre de Toulouse se clôture parce que j'ai un peu l'impression que, voilà, à Toulouse, il y a eu beaucoup d'exploration, il y a eu de très belles amitiés, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes, mais ça y est, à 28 ans, la campagne commence de nouveau à me manquer, mais notamment avec cette expérience du Costa Rica qui était en pleine campagne. Je me dis c'était super en fait, moi j'adore la ville et tout ce que ça m'a offert, mais je crois quand même j'ai envie d'être pas loin d'une rivière, j'ai envie d'être pas loin d'une forêt, j'ai envie de retourner à la campagne.
Mais je ne reviens pas tout de suite en Périgord vert. Je vais d'abord rejoindre ma super copine Marie, qui elle habite depuis plusieurs années maintenant. Tout le temps où moi j'ai vadrouillé, elle s'enracine dans le Béarn. Donc je rejoins Marie puisque le Béarn, qui est la campagne en fait du coup la plus proche de mon lieu de vie de Toulouse, souvent quand je suis à Toulouse, je ne reviens pas en Dordogne, ou plus rarement, je vais rendre visite à Marie qui est dans le Béarn. C'est à 2 heures et quelques de route, donc facile. Voilà, petit coup d'autoroute, tac, on passe pas loin de Pau, boum, Béarn, Sauveterre de Béarn, la petite bourgade de Sauveterre de Béarn. Ouais. C'est vraiment ce truc de me dire, ville. À un moment, je me dis, j'en ai marre d'être en ville. Pourquoi ? Alors, il y a un truc que j'adore de la ville et je sais que je vais sûrement le perdre à la campagne, c'est que je fais tout à vélo. Et ça, c'est vraiment le truc que j'adore de la ville, les vadrouilles en vélo, tout faire en vélo. Moi, je pose ma voiture et tout est fait en vélo. Mais à la fois, un peu angoissée de ces tours, de ces trottoirs, d'être tout entassés les uns sur les autres. Je crois que j'ai une petite saturation des réseaux villes, impression de reproduire un peu toujours les mêmes schémas. J'ai envie de campagne, j'ai envie de forêt, de rivière. C'est quoi les réseaux villes ? Qu'est-ce que tu entends par réseau ville ? Toujours les mêmes réseaux villes. J'ai l'impression d'aller finalement, malgré l'ultra proposition de la ville, de terrasses de café, de restaurants, d'expositions, de lieux collectifs. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours ce même cercle de copains et finalement de reproduire des schémas. Je me vois un peu reproduire des schémas, de rester entre gens. En fait, c'est vrai que moi, je travaillais plutôt dans le réseau associatif et culturel. Et en fait, quel que soit le réseau, on reproduit des entre-soi quand même. Donc, tu ne penses pas qu'on le fait aussi ici ? On le fait aussi ici, mais voilà. À ce moment-là, moment-là, okay. C'est ce que j'observe de ma vie à Toulouse. Et malgré qu'il y ait des amitiés très fortes, malgré que ce que je peux faire au quotidien m'anime, je pense qu'il y a quand même des déceptions et une envie d'autre chose. Voilà, dans cette petite frénésie aussi que moi je peux avoir, animée de curiosité, envie d'explorer d'autres choses. T'aimes bien explorer ? Voilà, je crois que j'aime bien explorer. Je pense que c'est ton mot préféré déjà. Ouais, c'est peut-être mon mot préféré. Ça fait partie de mon petit jargon, ouais. Et donc là, je me dis, je crois que j'ai envie de refaire un petit saut à la campagne. Et dans une campagne quand même que je sens active, Sauveterre de Béarn. C'est-à-dire déjà des locaux très très sympathique, endroit magnifique quand même. Moi je pense que j'aime les endroits très très beaux. Et les gens très très beaux aussi. J'aime aussi les gens très très beaux. Et je sens aussi que c'est une campagne active. Il y a de la culture, il y a de l'artisanat d'art, il y a les montagnes pas loin, il y a le Pays Basque pas loin, il y a l'Espagne pas loin. C'est circulant. Et les gens me disent mais viens, mais il y a de la place, il y a de la place dans cette coloc, il y a de la place. Et donc tu migres là-bas ? Je migre là-bas, je retrouve Marie, sans trop de projets. Voilà, j'ai fait des reportages photos dans la montagne avec des bergères. Ah, c'est mon rêve. J'ai fait du maraîchage, j'ai fait des saisons de vendange, j'ai fait de la cuisine. Trop bien. J'ai filé la main à des boulangers, à des savonniers. Comme je fais de la photo, j'ai fait les photos d'un livre de savon de la savonnerie Aroma Nature à Burgaronne. Et que du coup, la rencontre, elle stimule, mais elle remet en question aussi son propre parcours. Ouais. Donc du coup, je pense que j'étais tellement stimulée, presque trop stimulée. Et puis encore un peu ces histoires de voyage. Est-ce que j'ai pas envie de repartir ? Mais non, j'ai envie de m'enraciner. Très, très divisée entre ces deux sentiments. Et donc dans cette période d'ultra-stimulation sur ce petit monde rural très, très actif et qui est une véritable fourmilière et un laboratoire humain et tous les métiers possibles et inimaginables que je pourrais faire, je n'arrive pas à choisir. Mais quand même, je suis très en contact pendant toute cette période Covid par beaucoup de gens autour de moi qui sont en auto-entreprise et beaucoup des artisans de bouche, des restaurateurs, des paysans boulangers, etc., etc. Et donc moi, quand même, les copains autour de moi me stimulent sur... Mais Pauline, quand même, toi, le Costa Rica, tu parles toujours de chocolat. Et quand même, le Pays Basque est un berceau du chocolat. Donc, je commence à aller voir des chocolatiers. Saint-Étienne de Baigorry, la chocolaterie Laïa,
Monsieur de Chocolat à Bayonne. Là, je commence un peu à aller acheter du chocolat Bean to Bar, donc de la fève à la tablette, goûter, puis retourner. Bean to Bar. Bean to Bar, de la fève à la tablette. Et quand même, je commence à m'intéresser à ça. Donc, on m'offre des bouquins, je lis des bouquins, j'écoute des podcasts là-dessus et tout ça. Puis, je me dis, c'est vrai que je pourrais aussi, moi, avoir mon atelier et faire des choses. Donc, le projet déjà naît dans le Béarn. Mais, à ce moment-là, et là, c'est le lien avec le Périgord vert, pourquoi il y a eu un passage Béarn-Périgord vert, c'est qu'à ce moment-là, j'ai une histoire d'amour avec un Périgourdin. Ah, ouais. Ok. Et lui, lui, c'est sûr, c'est ici quoi qu'il est bien. Ses racines sont là et malgré qu'il est vadrouillé, lui a déjà fait le choix de revenir là. Donc, pas gênant, on se voit entre Périgord et Béarn et c'est super. Voilà, lui, il adore aussi la bande de copains là-bas. Je pense qu'à un moment, ça l'a aussi questionné de pouvoir y rester, mais non. Quand la question se pose entre nous de « Ah, mais quand même, on continue entre ces deux maisons ou est-ce qu'on fait territoire commun quelque part ?» C'est le Périgord qui l'emporte. Et du coup, je décide de revenir ici. Et j'ai ce projet de chocolaterie. Et c'est là que mon frère me dit « Mais Pauline, moi, j'ai une grande maison sur le vallon de Saint-Jean-de-Colle, nord. Franchement, voilà, la maison, elle est grande, la grange, elle est grande. Est-ce qu'on retaperait pas un petit bout de grange pour te faire un atelier ?» Et là, tout se conjugue. Je rejoins mon amoureux, je reviens ici, qui est quand même un endroit que j'adore. Voilà. Octobre 2021. Octobre 2021. Après, entre Béarn et le retour, il y a eu des petites vadrouilles dans des chocolateries. Chose que je commence dans le Béarn, aller voir des chocolatiers, voir leurs machines, leurs parce ateliers. Que comment tu te formes à tout ça? Voilà, là en fait, t'as coupé à la machette. Ouais. Les cabosses de cacao. Cabosses. Ouais. Mais entre couper les cabosses et l'apprentissage du maître chocolatier. Oui, c'est pas la même chose. Comment tu fais? C'est pas la même chose, et ça j'en suis consciente. Eux, au Costa Rica, ils ont la culture du cacao, et eux, par l'aide de woofers, on peut à peu acquérir des machines, parce qu'il y a plein de machines, c'est un long processus quoi, du fruit frais jusqu'à la tablette de chocolat. Et donc, moi j'ai besoin un peu, j'idéalise aussi un peu le projet, je pense à cette époque-là, donc je me dis, faut quand même aller voir des chocolatiers, c'est comment leurs ateliers, c'est quoi leurs machines. 12 fois Charlie et la chocolaterie ou pas? Je l'adore. C'est ça que tu idéalisais? Ouais, et puis moi, comme ça, je suis dans le début d'une relation amoureuse, je reviens en Dordogne, on me propose d'habiter, j'en parlerai après, au Bois dormant, dans un petit mobil-home, au milieu de la forêt, donc il y a un peu de quoi rêver très fort, mais on le sait, rêver très fort. C'est génial, mais après, il y a la réalité. Un jour, tu te réveilles. Voilà, un jour, je me dis, oula, mais quand même, Pauline, monter un projet, c'est quand même des machines, c'est sûrement un investissement, c'est sûrement des travaux pour remettre quand même aux normes un garage chez ton frère. Ça prend combien de temps? Les travaux, ça coûte combien? Les machines, ça coûte combien? Qu'est-ce que je veux? Quels sont les objectifs? Est-ce que je fais que des tablettes? Est-ce que je fais autre chose? Des petites tablettes, des grandes tablettes? Des petites tablettes, des grandes tablettes, puisqu'il y a des gens qui connaissent que les grandes tablettes. Il y a quand même beaucoup de questions. Alors, et j'ai pas toutes les réponses. Donc du coup, j'ai quand même mis un petit peu d'argent de côté en allant bosser dans d'autres chocolateries avant. Donc, pour apprendre en même temps? Pour apprendre en même temps. Donc, chocolaterie Laïa. Là, c'est juste visite, explication et passation de beaucoup de noms de machines, transmission. Je les remercie, ils ont été très ouverts. Monsieur Chocolat à Bayonne, eux, ils ont un laboratoire ouvert à l'arrière de leur boutique. Donc déjà, je fais ma curieuse. Tu passais tes journées dans la boutique? Non, mais j'y suis allée plusieurs fois quand même pour voir ce qu'ils vendaient, les prix, les machines. Et à chaque fois, je suis rassurée parce que c'est des petits labos de transformation. Et il n'y a pas non plus des milliers de machines. Donc je me dis, c'est cool, on peut commencer petit. Ensuite, je vais en Ariège voir la chocolaterie Rose et Chocolat. Chocolat cru en Ariège, petit atelier aussi. Quand je vois ces petites concheuses, son petit labo et tout ça, je me dis... quoi?
petite concheuse. C'est un moulin. En fait, c'est un moulin. C'est une cuve en inox avec un fond en granit et des meules en granit qui ont la même action qu'un moulin et qui écrasent l'éclat de fève jusqu'à le réduire en pâte de cacao en chocolat liquide. Voilà. Ensuite, je vais dans la Drôme, dans un village nommé Glandage, où se trouve la chocolaterie Hierret. Voilà, qui fait encore du chocolat. À Mona et Thomas, qui m'ont reçu chez eux. J'ai bossé avec eux en période... En fait, je leur ai fait des stocks avant leur Noël 2021. Donc voilà. là, tu as pu t'éprouver. Enfin, t'as voilà, vraiment fait là, du chocolat avec tous ces gens. j'ai pu être devant T'as des appris ton métier. machines et me dire, ah ouais, ok, c'est comme ça cette étape. Eux, ils ont telle machine, ils ont tel frigo. L'atelier, il est comme ça. C'est comme ça qu'ils écoulent leur stock. Eux, ils sont face à telle difficulté. Et à chaque fois, les gens sont très sympas, me donnent leur carnet de recettes. Transmission. Ouais, il y a un vrai partage, une vraie transmission. C'est très chouette. Ensuite, je fais une petite formation chocolat bean to bar auprès de la chocolaterie 20 degrés nord, 20 degrés sud. Ouais, t'as fait pas mal de choses quand même. Qui est gérée par Mélanie Polo en Vendée. D'accord. Voilà, elle me transmet beaucoup de choses, en fait, que ce soit sa philosophie de projet, les machines utilisées, les réseaux d'achat de fèves, ce qui est très important quand même, on veut travailler une belle matière, mais voilà, quel est le réseau pour acheter ces fèves, quels sont les prix, le temps de processus, de fabrication, tout ça. Donc, D'ailleurs, pendant toute cette période, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit... finalement, je sais pas, enfin je pense pas puisque finalement le projet il est là, mais est-ce que tu as eu des moments de doute en fait pendant pas trop pendant cette période ou au contraire ouais non mais vraiment le chemin il était là dès le départ. Ah quoi. ouais, moi là à ce moment-là, je vois un chemin tout tracé. Je me dis non mais franchement Pauline, tes études d'art plastique, la matière, oui, l'alchimie, quoi, les couleurs, les textures, donc les tout matières. Finalement, depuis le début, ça a un sens. À moi, à ce moment-là, je vois tout le sens, le chemin au Costa Rica, la rencontre avec la famille, le flash sur cet endroit, la rencontre avec le cacao, et je me dis, oh là là, et maintenant, je suis là, en Dordogne, dans l'endroit où je suis née, avec mon amoureux, et mon frère me propose d'avoir un atelier à côté de Saint-Jean-de-Colle, qui est quand même mon fief. Je me disais, mais franchement, c'est magique. Le doute est arrivé après. En fait, moi, je pense que j'ai vraiment foncé. J'ai fait les travaux, j'ai lancé le projet sans trop poser de questions. Oui, j'ai fait des calculs, bien sûr. J'ai fait des études ici. Ok, c'est lequel le chocolatier bean to bar le plus proche. Bon, il y a un peu Hervé Robin à Périgueux qui commence à faire un peu du bean to bar. On se fait pas de concurrence, il est à Périgueux, moi je suis là à la campagne, on joue pas dans la même cour. Voilà, moi je veux faire quelque chose de beaucoup plus rustique, je veux faire vraiment de la tablette, de la fève à la tablette. Et pourquoi tu veux ça d'ailleurs ? Pourquoi Ouais, parce que moi-même j'adore le chocolat. Je vais manger un bout de chocolat. Ouais, parce que moi-même j'adore le chocolat, que j'applique une philosophie autour de cette matière qui fait du sens avec tout mon parcours d'avant. Ça a vraiment du sens, j'ai envie que les gens mangent du chocolat. Au départ, en tout cas, je veux faire quelque chose qui ressemble en fait à ce que je faisais au Costa Rica, à savoir quelque chose de simple, mais dans cette simplicité, il y a de la subtilité, il y a du goût, il y a de la recherche, et à la fois, il n'y a pas une transformation du chocolat poussée à son excès. Voilà, j'ai envie qu'il y ait quand même du minimalisme, de la simplicité, sans écarter effectivement la qualité. Okay. Voilà, d'accord. C'est ça le début de l'aventure Pépite. Donc il y a d'abord eu des travaux, quasiment une année de travaux, aussi l'achat de machines et puis commencer à rôder un peu des petites recettes. Et après du coup, décembre 2022, il y a la création de l'entreprise Pépite et les premiers marchés. Tiens, d'ailleurs, oui, tu peux donner le nom de ton entreprise ? Oui. Pépite ? Mon entreprise, elle s'appelle Pépite. En fait, j'ai pensé à Pépite parce que je pense que c'est une expression qu'on utilise dans ma bande de copains-copines. C'est Pépite, c'est une pépite, ça veut dire que c'est... C'est pas ton surnom ? Non, c'est pas mon surnom. C'est parce que c'est Pépite, parce que c'est une super trouvaille. C'est une pépite, souvent on dit oui. C'est une pépite, quoi. C'est un truc un peu... magique ? Un peu magique, un peu super, un peu génial. Okay. Et c'est pas pour me qualifier moi, pas du tout. C'est plutôt en lien avec la fève de cacao, qui peut être une pépite
Voilà, une petite pépite qui se transforme. T'as dit à un moment donné, là, tout était quand même assez finalement, t'as foncé, tout s'alignait, tout prenait sens. Mais à un moment donné, t'as parlé de doute. C'est quoi les doutes ? À quel moment et pourquoi ? Ben là, le doute, c'est maintenant. En fait, c'est... je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix, ni le retour en Dordogne, ni la vie que j'ai ici maintenant, que j'ai maintenant en Dordogne et tout ça. Vraiment, je regrette rien du tout. Mais j'ai parfois des pics de stress et je peux parfois être dans un tourbillon de doutes que j'identifie très bien et que j'ai déjà entendu de la bouche de d'autres. Professionnellement, c'est ça que tu vas me C'est dire. ça, ouais, c'est professionnel. C'est, je me questionne beaucoup. Ça me fait penser à Aline qui est passée derrière ton micro, qui avait beaucoup soulevé ces questions-là de modèle économique, de projet. Et voilà, moi, c'est un peu les gros doutes que j'ai déjà depuis plusieurs mois. Besoin d'avoir des fois des réponses, et je sais que mon projet là, en 2025 en tout cas, je pense qu'il aura besoin d'évoluer par rapport au modèle économique. En fait, c'est vrai que moi qui suis, je crois que j'ai eu besoin de me mettre le challenge d'être auto-entrepreneuse, tout s'aligner, je l'ai fait, et c'était comme ça que ça devait se passer. Je n'en ai aucun doute, mais je sais qu'aujourd'hui je porte un regard un peu nouveau maintenant que j'ai expérimenté ce modèle de l'auto-entreprise et d'être aussi seule dans un atelier et d'avoir toutes les casquettes. Je trouve ça très difficile d'être performante autant dans la qualité du chocolat que je vais faire, de très bien sourcer mes fèves, mais d'être aussi la personne qui va faire ses étiquettes, chercher des marchés, démarcher des épiceries dans lesquelles je vais pouvoir laisser mon chocolat. Tu remets en cause le fait de devoir faire tous ces métiers dans ton métier, ouais. Ou le modèle économique, à savoir est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent en vendant du chocolat dans le Périgord vert ? Ouais, c'est une addition de tout ça. Déjà, moi, je pense que je sens mes limites à moi dans ce que je sais bien faire, ce que je sais faire et les choses dans lesquelles je me sens à l'aise. Après ça, je pense que c'est le lot de tout métier. Il se trouve sur moi, Pauline, mes limites à assumer toutes ces casquettes dans mon entreprise qui est une chocolaterie artisanale. Ça, voilà, je vois déjà les endroits où ça peut me mettre en difficulté et où c'est pas agréable et où ça me génère du stress. J'ai un doute sur le modèle économique de l'auto-entreprise. C'est un modèle capitalistique qui peut parfois être sans filet. Je peux me sentir pas en sécurité, malgré que ce soit moi qui en détienne les rênes et que c'est à moi de faire et qu'à la fois je me sens aussi dans une grande liberté. Du coup, j'éprouve en ce moment, au travers de l'auto-entreprise, beaucoup de doutes, de stress. Ouais, de sentiments très contradictoires. Ouais. Et du coup, il y a du doute. Entre cette notion de liberté et cette notion très... Parce que tu vois bien l'endroit où je suis. Non, mais tu vois bien, arriver tous les matins travailler ici. Mais est-ce que c'est pas un peu le rêve, être sa propre patronne, décider de ses recettes, les journées où tu veux travailler 12h, 14h parce que t'as la pêche, et les journées où t'es malade et où du coup tu fais une pause, tu fais une balade plus longue parce que tu sais que tu vas récupérer le soir. Ça, j'adore. Et à la fois, il y a aussi beaucoup d'endroits où il n'y a pas de sécurité. Et je suis aussi dans un démarrage d'entreprise. C'est vrai que c'est quand même un challenge, je m'en rends compte maintenant aussi, de faire du chocolat, de la fève à la tablette, alors que le monde est inondé de chocolat industriel, d'essayer aussi de convaincre les gens que oui, une tablette, ça coûte pas 1,20€ les 120 grammes, mais que c'est plutôt 3€ les 30 grammes. Dans un moment où, oui, y a une inflation générale, il y a beaucoup de doutes, le panier alimentaire des gens, il va d'abord se remplir de pain, de légumes et d'œufs avant de chocolat, avant que ce soit le chocolat. Donc, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment et du coup, en ce moment, beaucoup de questions. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres pistes à explorer là ? Ouais. Je vais dire explorer aussi moi maintenant. Oui, je pense qu'il y a des solutions, soit à un moment donné migrer vers un autre modèle économique. Pourquoi pas, j'avais imaginé collaborer avec une entreprise déjà beaucoup plus établie dans les coins, qui pourrait être
je sais pas, une plus grosse chocolaterie, une plus grosse pâtisserie, qui elle aurait peut-être l'assise d'une plus grosse entreprise, mais me laisserait la liberté de faire de développer, je sais pas, une autre gamme de chocolat. Peut-être une gamme de chocolat bean to bar dans quelque chose de plus gros. Peut-être aussi, là on a parlé beaucoup de ce que je fais, c'est quand même l'activité principale, c'est fabrication de chocolat de la fève à la tablette. Côté, j'ai aussi lancé un cycle d'ateliers pédagogiques autour du cacao et du chocolat. C'est une casquette du projet que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est pas aussi rééquilibré ? Pas faire 70% production de chocolat et 30% atelier. Peut-être c'est un 50-50 qui rééquilibrerait aussi la vie de Pépite. Voilà, en tout cas, je sens qu'il y a des choses qui vont changer dans les prochains mois. J'ai pas encore les réponses, mais il y a plein de pistes en tout cas. Je suis pas dans un cul-de-sac. Oui, t'es pas figé. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu préfères faire ? Dans toutes tes casquettes, c'est quoi ce que tu préfères ? Moi, je pense que j'ai la réponse, mais... C'est vraiment le moment de la création de tablettes, le moment où j'ai trouvé une recette, où je goûte des choses et où je fais mon chocolat et que je suis en train de le tabler, de le tempérer et que la tablette, elle sort et que je la goûte et que je me dis « Waouh, mais ça, c'est super ». T'as des gens qui testent pour toi ? Ouais, je fais goûter à des gens autour de moi, bien sûr, mes parents... mes frères, en plus j'ai un petit frère cuisinier, donc du coup je lui fais goûter. Ben, mon copain, qui lui aussi est dans le domaine de l'artisanat culinaire, puisqu'il fait des pâtes fraîches. Donc voilà, il a ce palais aussi curieux. Les copains autour, j'ai 2 bons copains, du coup Marie et Paul, qui sont 2 personnes essentielles au projet, qui goûtent, qui me font des retours sur les emballages, qui sont 2 personnes qui m'aident beaucoup à trier les fèves, qui est la première étape dans le processus de fabrication de chocolat. Il faut d'abord trier les fèves et ça, il y a besoin de petites mains, donc j'ai pas mal d'aide quand même. Là, je parle beaucoup de moi et de mon parcours, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont... beaucoup de gens autour de toi. T'as mis du temps à trouver justement la bonne recette ? Oui, même je pense que là, j'ai l'impression maintenant, là, depuis quelques mois, de vraiment être confortable avec les chocolats que j'emballe et de me dire « Ah, ça y est ». Il m'a fallu peut-être 6 mois de rodage et toute la première année de mon entreprise pour là, enfin me dire « Ah, quand même, je crois que ça y est, je crois que je peux me dire que je trouve ça très bon et très joli ce que je fais. » Après toutes ces années en ville ou à voyager à l'étranger, ça se passe comment sur le territoire, l'environnement et puis humainement ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, environnement, grosse embrassade accolade au retour d'ici, à ici, aux forêts d'ici, aux cours d'eau d'ici et tout ça que moi j'adore. Donc ça, c'est vraiment l'environnement dans lequel je suis. J'ai l'impression d'être tout le temps, je le disais au tout début, dans un dedans dehors à l'endroit où je travaille, puisque j'ai une vue sur des arbres, des arbustes, des fleurs. C'est le cas dans l'endroit où j'habite, puisque j'habite dans un mobil-home à l'entrée d'une forêt, dans un lieu qui s'appelle Au Bois Dormant. Donc très rapidement, petit projet de parc résidentiel de loisirs. Du coup, il y a et des gens à l'année et des habitats légers loués à la nuitée, l'été. Il y a un très beau site internet, Au Bois Dormant. Tu vois, à l'endroit où on est en train de parler, une sensation de dedans, dehors continue. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore de la Dordogne. Tout la richesse des paysages, les couleurs et tout ça. Donc ça, c'est le côté très positif, tous les réseaux qu'il y a ici, que je trouve très riches, très denses. En fait, moi, j'ai quand même... Qu'est-ce que t'entends, toi, par réseau, pour que ceux qui... tous les groupes de gens, l'existence de très nombreux projets artistiques, culturels, agricoles, familiaux. J'ai l'impression moi je retrouve une Dordogne que je ne connaissais pas quand j'étais jeune. Alors je pense qu'il y avait déjà des choses que je ne voyais pas. Oui, par ton âge peut-être aussi. Voilà, exactement. Puisque beaucoup dans le réseau famille et puis amis et puis du coup vivre sa vie par le prisme de la famille et de l'école. Maintenant en tant qu'adulte, j'ai l'impression qu'il y a 10 000 possibilités de sorties, de guinguettes, de concerts, d'endroits où on peut parler politique, agriculture, se faire plaisir, voir des belles choses, le Nantolia, le théâtre. Mais il faut quand même avoir cette petite impulsion de chercher. Mais dès qu'on est curieux,
qu'on ouvre les yeux. En fait, il y a des choses partout. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment d'une richesse. Donc, j'adore l'environnement. Peut-être, moi, la chose qui a été difficile pour moi Au retour. à mon retour, c'est peut-être d'arriver avec un bagage chargé de me mettre dans la position de le monde, il est extrêmement vaste. Certes, tu as ton bagage de connaissances et tu as ta sensibilité et ton point de vue, et il faut être capable d'affirmer tout ça, mais il y a tellement de choses que je ne connais pas. Et du coup, d'être capable de se mettre tout le temps dans la posture de rester ouvert, d'être coopérant avec l'extérieur, de rester ouvert aux points de vue différents, aux situations différentes. Et la difficulté qui a été la mienne, ça a été, et notamment avec la génération bien au-dessus de moi, du coup plutôt la génération soit de mes parents et plus. Grands-parents même. Parents, grands-parents, voilà. Entre clairement, les deux, quoi. je peux trouver, et encore régulièrement, que la collaboration, elle est parfois difficile. Alors, il y a des pépites, il y a plein de gens de la génération de mes parents et grands-parents avec qui je m'entends très bien, et j'aime beaucoup les relations avec les plus âgés que moi. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et d'ailleurs que je reproduis dans mon projet Pépite. Je fais des ateliers dans des EHPAD et que je trouve cool. c'est vraiment très très riche. Mais parfois, mais notamment dans les fêtes de village, dans les bistrots, dans les coins, c'est quelque chose qui peut être difficile pour moi. La posture de certaines personnes plus âgées, de rester campées sur leur vision, leurs acquis, de leur génération, de leur tradition. T'as un exemple en toujours particulier d'une situation poste que je peux donner comme exemple. Ouais, je pense que déjà la misogynie, tout simplement. Ouais. L'homme, il a cette place, la femme, elle a telle place, et non, d'avoir des personnes qui peuvent penser que nous, les nouvelles générations, on mélange tout, que nous, les femmes, voilà, on a des grands rêves, on veut autant bosser qu'un homme, mais on n'en est peut-être pas capable. Voilà, ça, c'est des choses qui, pour moi, ça grippe fort. Ton retour en ruralité, c'est définitif, tu penses? Oui, Sandrine. On a dit Macha Merrill avec la voix. Oui, je pense que... je crois que là, je suis... Oui. À quoi tu renonces plus en étant ici? Mes marches en forêt le matin, au fait d'être entourée d'arbres, de rivières, de petits villages, de calme, de paisibilité, de silence. Ah ouais, je crois que là, un retour en ville, il faudrait... Wow. Oh, je sais pas ce qu'il faudrait, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour retourner en ville? Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait? Une opportunité hors pair de vivre une expérience, mais qui serait limitée dans le temps. On me dirait, allez Pauline, pendant 1 année, tu viens à Lyon et on fait un truc exceptionnel, ça va s'appeler nanana. Ouais, allez, je crois que je suis pas fermée non plus. Ça pourrait, ou une formation, d'un coup, se former à autre chose à un moment. 6 mois, l'école, elle est dans une grosse ville. Ok. Et par contre, c'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, j'adore ma vie ici en Périgord vert, parce que pour moi, la nature, elle est pas toute seule, là, belle, et c'est elle qui me contente de tout. C'est parce qu'au milieu de tout ça, il y a de l'amitié, il y a des aventures, il y a la famille, il y a l'amour, il y a des choses qui sont en train de se réaliser, de se tisser. Mais par contre, c'est quelque chose que je me suis déjà dit, que demain, on me téléporterait dans une autre très belle campagne avec aussi d'autres réseaux, des gens très cool et tout ça, que ça irait très bien. En fait, c'est vrai que moi, je suis adaptable. Je pense que j'arrive très bien à m'adapter. Quand j'ai fait Béarn ici, oui, je suis partie en pleurant du Béarn parce qu'il y avait des gens que j'aimais beaucoup, beaucoup et que je savais que c'était des gens qui allaient plus partager mon quotidien. Mais tout de suite, j'ai rebranché ici avec des gens super et que je trouve que des pépites et des gens super et des réseaux super, il y en a dans beaucoup d'endroits. C'est pas propre à ici. Et si s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui ont envie de franchir ce pas, qui n'osent pas, quel conseil tu pourrais leur donner? Ici, oui, comme dans plein d'autres campagnes. En fait, oui, il y a une image peut-être de la campagne, de l'isolement lié à la campagne, de pas trouver la ressource d'eux. Mais en fait, ici, il y a des liens partout, entre tous les villages, entre toutes les choses, entre tous les métiers. Et bien plus qu'en ville, moi j'ai envie de dire. Et oui,
Ben oui, parce que le tableau, il est plus petit. En fait, on fait beaucoup plus de kilomètres en voiture, mais à la fois, on connaît des gens à 30 kilomètres, 40 kilomètres, et on fait les liens entre ces kilomètres-là. Des gens font des liens, des lieux, des projets associatifs. On peut se retrouver autour de beaucoup de choses à la campagne. Ouais. Donc tu les les incites, tu les réconfortes, tu les confortes dans l'idée de venir. Si le choix, si à un moment il y a une envie, en fait, je trouve que dans la vie aussi on peut tenter des chapitres. Oui, après rien n'est définitif, on peut venir tester. Essayez de venir vivre en Périgord vert et vous verrez. Ou dans le Béarn. Ou dans le Béarn. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils là ? Bon, on l'a dilué un peu dans notre conversation, mais est-ce que tu as un conseil à donner à ceux et celles qui envisagent de faire le même pas que toi, que moi ? Des astuces, des encouragements, des mises en garde ? Un peu tout. Des encouragements, le fait d'être bien entouré, de bien savoir nommer son projet, d'en parler, de pas avoir peur. Moi, peut-être des fois, je l'ai un peu gardé pour moi, un peu pas sûre, timide, un peu douté. Mais non, mais de parler, d'en parler, de faire des tableaux, de se faire des to-do list, de se faire des schémas, de savoir, de bien s'entourer, de peut-être aller voir Initiative Périgord, Émergence, France Travail, et puis des assos. Moi, quand même, le meilleur conseil que je donnerais, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus aidé dans mon projet, c'est d'aller voir d'autres chocolatiers, en fait. C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un qui veut devenir paysan boulanger, aller bosser chez des paysans boulangers pour vous rendre compte. Quelqu'un qui veut faire du maraîchage, faire plusieurs saisons de maraîchage à chaque saison de l'année. Ça, je crois que c'est ce qui donne vraiment le plus de réponses. C'est pas tant les institutions. Les institutions, ils se postent aussi beaucoup en sachant, mais il y a plein de très bonnes choses à prendre. Mais pour moi, ce qui donne vraiment les clés et les réponses, c'est les gens qui pratiquent le métier qu'on veut faire au quotidien. De quoi t'es la plus heureuse ou de quoi t'es la plus fière ? Moi, je crois que j'ai quand même souvent du mal à me féliciter, mais quand même, je crois que j'ai envie de me féliciter d'avoir fait ce choix, même si, voilà, aujourd'hui, il y a des doutes et qu'il y a eu des doutes. Je crois que oui, j'ai du mal à me féliciter ou des fois prendre du recul et à me dire, mais Pauline, regarde. Donc là, tu vois, le fait que tu me poses la question, ça me fait regarder la petite carte postale de ma vie à la campagne. Et oui, je crois que je suis très heureuse d'avoir fait les choix que j'ai fait les dernières années, parce que je trouve que dans cette carte postale, il y a un peu tout pour être très heureuse. Dernière des dernières. Tes parents, tes frères, ta famille au Costa Rica, sont là avec nous dans cette superbe cabane. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Je me rappelle du jour où j'ai appelé sur le fixe qui se trouve dans la cuisine de la famille et que j'ai dit à Lydiette, la maman, Lydiette, faut que je te dise, ça y est, j'ai rejoint mon amoureux et tu sais quoi, je suis en train de faire des travaux avec mon frère et moi aussi je vais recevoir des sacs de fèves et faire du chocolat. Elle m'a dit, attends, je vais mettre le haut-parleur. Vas-y, répète. J'ai répété. Ouais. Et là, j'ai entendu des bravo, ouais, trop bien. Là, je me suis vraiment sentie soutenue par des gens que j'aime beaucoup, à l'autre bout du monde, qui quelque part étaient à l'origine aussi, de ce projet, d'avoir suscité en moi, oui, cette curiosité, cette envie d'aller explorer. On revient sur le terme d'explorer d'autres choses qui étaient quand même, oui, qui ont un lien avec mes études, mais un peu distancé quand même. Ouais. Et dans le Périgord. Oui. Donc alors, ils te diraient quoi ? Ils me diraient qu'ils sont très fiers de moi, je pense. Parce qu'il y a du sacrifice, il y a beaucoup de travail, il y a de la créativité, ça conjugue plusieurs savoir-faire. Donc ouais. Et puis quand même, tous ces gens sont des fans de chocolat, donc avoir une source dans la famille de chocolat. Est-ce que tu veux dire quelque chose auquel je n'aurais pas pensé ? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce que tu as un message à faire passer ? Je sais pas. Comment tu veux qu'on termine notre conversation avant que j'appuie sur stop ? Comment on pourrait terminer ? Déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé de me prêter à cet exercice de discussion sur la vie à la campagne.
Avec plaisir. J'ai trouvé ça intéressant, peut-être même des fois un petit peu surprenant de s'écouter soi-même dire des choses et dire ah ok, c'est ça qui ressort. Et attends, dans quelques C'est mois, comme quand tu vas t'écouter. c'est comme une psychanalyse. C'est comme une psychanalyse d'1 heure. De 2 heures. D'ailleurs, je t'ai pas dit combien ça va te coûter à la fin. Ouais. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Étant dans un démarrage de projet, je trouve que la remise en question est de rigueur et elle est d'actualité. Et sinon, non, je dirais que voilà, dans la très belle campagne dans laquelle on est, qui parfois a ses temps sombres, notamment politiques, voilà, je ferai passer le message que c'est important de rester l'esprit et le cœur grand ouverts sur les nouveaux arrivants de la campagne, mais aussi ceux qui y sont et qui des fois nous cassent les oreilles. Mais malgré tout, il faut qu'on ouais, cohabite intelligemment voilà. ensemble. Et tout le monde fait partie de ce L'écosystème. territoire et c'est pour ça qu'il est riche et voilà, c'est pour ça aussi qu'on a envie d'y vivre. On termine comme ça ? Ouais. Merci Pauline. Merci Sandrine. Donc maintenant, on va terminer la plaque de chocolat ensemble. Allez, je te dis au revoir. Tu me dis pas au revoir ? Au revoir Sandrine. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange. Et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!